Et comme dans tout royaume franc, il n'y a pas de différence entre ce qui est appelé la chose publique et la chose privée aussi. Charlemagne va diviser, enfin d'abord il va donner son royaume et son empire à son fils, qui sera ensuite divisé, puis subdivisé avec ses petits-enfants, etc. Tant et si bien que la zone géographique qui constitue actuellement la France, qu'on appelait la Francia Occidentalis, va être gérée par des descendants de Charlemagne, et le pouvoir va être pouvoir central va être de plus en plus symbolique et de moins en moins puissant. Et l'Europe à cette époque connaît trois grandes menaces, donc au nord les Normands, à l'est les Hongrois et les Bulgares, et au sud les Sarrasins. Et le pouvoir central des rois carolingiens sont incapables de lutter contre. Et c'est pour ça qu'il y a un système de féodalité qui va exister, donc on l'a tous appris à l'école. C'est les plus faibles qui passent un contrat, qu'on appelle un contrat de vassalité, avec son suzerain. À la chute de cet empire, des derniers rois carolingiens, il va y avoir une élection, et c'est Hugues Capet qui va être élu roi de France. Alors pourquoi c'est lui qui est choisi, Hugues Capet, c'est le premier de toute la dynastie capétienne, qui s'éteindra, en tout cas qui, le dernier représentant qui va régner sera Louis-Philippe, donc c'est sur quand même presque plus de 1000 ans. Pourquoi c'est Hugues Capet qui va être choisi? Parce que justement il est faible. C'est un petit duc qui ne peut pas lutter face aux prétentions des grands de ce royaume de France en création. Donc on le met là pour ça. Seulement, l'histoire des Capétiens est consubstantielle à l'histoire de la création de la notion d'État en France. Alors, Capet, lui, ne va pas forcément faire grand-chose, mais c'est ses descendants. Alors, on peut citer en passant, parce qu'évidemment, il faut aller très vite, mais par exemple, Philippe Auguste, donc Philippe II, Louis IX, donc Saint-Louis, qui va aussi donner une stature au roi de France. Et un des premiers tournants, ce sera donc Philippe le Bel, donc Philippe IV. Alors, pourquoi ? Philippe IV, c'est le roi de France qui va créer la notion étatique comme on la comprend maintenant. Alors, c'est encore embryonnaire, mais c'est lui qui va la créer. Alors, il faut comprendre un petit peu le système européen de l'époque. Le Saint-Empire romain germanique a été fondé en Allemagne, en Italie, et il y a à cette période-là un conflit entre l'Empire, une puissance séculière, qui va lutter contre la prétention pontificale, donc à Rome, et donc il y a une querelle de deux universaux. C'est ce qu'on appelle la querelle des investitures, ou le conflit de trône et d'autel, etc. Philippe le Bel, lui, va, entre guillemets, arriver à s'immiscer dans ce conflit-là pour créer une notion étatique, qui est une notion un petit peu nouvelle en Europe, parce qu'on ne connaît pas vraiment l'État. On connaît la cité-État, on connaît l'Empire, on connaît le système féodal, mais la notion d'État n'est pas encore complètement construite. Donc il va faire travailler ses légistes, parce que la question étatique, c'est une question de souveraineté, et la souveraineté, la première étape, évidemment, c'est qu'il faut la force, il faut pouvoir assumer une souveraineté, et ensuite, il faut l'inscrire dans le droit. C'est ce que va faire Philippe le Bel, mais en faisant travailler ses juristes, et il y a une phrase que je pense que vous connaissez, pour une partie d'entre vous en tout cas, c'est le roi de France est empereur en son royaume. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le roi, c'est la puissance qui incarne ce pouvoir, et empereur, c'est-à-dire qu'il détient l'autorité suprême, contrairement à la notion de roi de France entièrement, c'était le premier parmi les pairs. Là, il bascule en tant que première figure politique, et dans son royaume, c'est-à-dire que c'est une universalité circonscrite, si vous voulez, à un domaine géographique. Donc c'est un coup porté assez fort contre le système féodal et les grands féodaux. Tant et si bien que la monarchie, dans les descendants de Philippe le Bel, ne vont pas réellement arriver à assumer cet héritage, et on va basculer assez rapidement dans ce qu'on appelle la guerre de 100 ans. Alors la guerre de 100 ans, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment la guerre contre l'Angleterre et contre la France, mais in fine c'est une guerre, une des dernières guerres féodales en réalité. C'est comment les puissants en France, les vassaux du roi de France vont essayer de lutter contre cette hégémonie française, et ils vont arriver à lutter contre quand il y a un effondrement du pouvoir royal. Alors on va avancer un petit peu. Les Valois vont arriver au pouvoir, donc c'est une branche cadette des Capétiens, et pendant les Valois, il y a ce qu'on appelle les guerres de religion. Alors les guerres de religion, qu'est-ce que c'est encore? Les Valois vont continuer cette
cette tendance à la création d'un État, ce qu'on appellerait moderne, la notion qu'on peut avoir, assez centralisée, etc. Et les guerres de religion vont être aussi également un des prétextes que vont utiliser les grands féodaux pour lutter contre l'hégémonie royale. Alors par exemple, mais dans les deux camps, par exemple, la famille de Guise, par exemple, qui est pourtant catholique comme le roi de France, va utiliser le conflit pour essayer de tirer ses intérêts, pour même d'ailleurs elle-même essayer de se placer sur le trône de France. Un des derniers conflits un petit peu identiques, c'est l'épisode de la Fronde. Alors parce que après les guerres de religion, donc c'est Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, c'est la branche des Bourbons, c'est encore une autre branche des Capétiens, eux qui vont encore plus sublimer cette notion étatique. Par exemple, Louis XIII, avec en particulier, grâce à l'intermédiaire de Richelieu, met un grand bond en avant dans cette logique-là. Et à la mort de Louis XIII, donc Louis XIV est tout jeune, c'est Anne d'Autriche et Mazarin qui tiennent le pouvoir, donc il y a une sorte de vacance un petit peu du pouvoir. Et à ce moment-là, les frondes d'ailleurs, ce sont de nouveau les grands. C'est ce qu'on pourrait considérer à l'époque comme une forme de l'élite, ce que Dumézil appellerait les bellatores dans son système de trifonctionnalité, qui vont essayer de lutter face à cette prétention royale d'incarner le pouvoir et non plus d'être le représentant symbolique. Louis XIV, enfin c'est pas Louis XIV, c'est les ministres de Louis XIV vont gagner la Fronde, et Louis XIV lui sera toujours sera profondément marqué par cet épisode. Il va, lui, continuer, peut-être donner le grand moment de l'incarnation du pouvoir royal, avec la phrase qu'on lui prête, mais je crois qu'il ne l'a jamais dit, mais c'est « l'État, c'est moi ». C'est vraiment la phase suprême d'incarnation du pouvoir. Donc il va mater et mettre un petit peu sous l'entonnoir les prétentions des élites à vouloir travailler pour eux-mêmes, entre guillemets, pour les obliger à servir, en bon an mal an, mais en tout cas, le roi, et par le roi, la nation. Alors, je vais m'arrêter ici d'un point de vue purement historique pour essayer qu'on sorte au moins quelques enseignements sur ce système de la vassalité. On se rend compte que la vassalité naît déjà de la destruction d'un pouvoir central, le système féodal et donc du coup des notions de vassalité, et que, si vous voulez, elle est un petit peu antagoniste. Parce que à chaque fois qu'il y a un pouvoir puissant en France, un pouvoir souverain, ce sont toujours les grands, les élites, qui vont essayer de lutter contre pour un intérêt relativement privé, ou en tout cas ce que d'autres appelleront au XIXe siècle l'intérêt de classe, etc. On a un dernier exemple, là on fait un grand bond en avant, mais par exemple, qui est la grande figure au XXe siècle qui a lutté contre le pouvoir des élites et qui a incarné ce pouvoir, en termes d'incarnation, c'est Charles de Gaulle. Tout à l'heure Pierre-Yves en parlait, en 39-45, les élites, en tout cas une majorité des élites, sont soit dans la collaboration, soit disparaissent un peu du champ politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vacance du pouvoir, et les élites, quand il y a une vacance du pouvoir, arrêtent de jouer l'intérêt national et jouent leur intérêt propre en se vassalisant à des puissances intermédiaires. Là, dans le cas échéant, c'était le Troisième Reich. Donc De Gaulle, en 39-45, donc la période un peu héroïque de Gaulle, c'est justement la volonté, quand on lit ses mémoires, c'est flagrant, de recréer une incarnation, c'est vraiment cette notion d'incarnation d'un pouvoir souverain français. Mais De Gaulle, en 58, c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment où la 4ème République s'effondre, et la 4ème République, c'est peut-être le système en France qui me démontre ce que je veux dire, c'est-à-dire l'incapacité des élites livrées à elles-mêmes d'œuvrer pour le pays dans son ensemble. Et De Gaulle, quand il reprend le pouvoir, il va le reprendre en tant qu'incarnation du pouvoir. Par exemple, là on entend souvent, en parlant de la 5ème République, et c'est d'ailleurs dit d'une manière assez péjorative, on parle de monarchie républicaine, monarchie constitutionnelle républicaine. Sauf que De Gaulle, c'est un grand pragmatique, qui connaît très bien l'histoire. Il a bien compris qu'en France, le pouvoir ne se partage pas au sommet, il peut uniquement s'incarner. Sans cette incarnation-là, le pouvoir se délite. Par exemple, on voit depuis la mort de Gaulle, toutes les révisions constitutionnelles vont se faire par ces mêmes élites pour désacraliser la notion même de pouvoir, pour arriver par exemple au dernier système présidentiel, où alors là, l'incarnation de pouvoir, on n'y était plus du tout. Donc plus que penser forcément la notion d'élite de manière péjorative, parce qu'on vit maintenant dans un système, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qui est relativement technicien, la notion d'élite, alors tout à l'heure c'était des élites militaires, mais
évidemment, cette notion d'élite a évidemment évolué à travers le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. C'est d'abord devenu une élite marchande, puis commerciale, financière, technique, etc. L'élite est incapable de concevoir la notion d'intérêt d'État et de travail pour les autres, enfin, de travailler pour l'intérêt commun, autrement que par une soumission à une incarnation du pouvoir français. Moi, j'ai travaillé sur les catholiques sociaux. Alors, les catholiques sociaux, là, je vais en parler très rapidement parce que c'est pas le sujet du tout, mais vous pouvez vous référer à la conférence que j'avais fait au Cercle Aristote, qui est sur YouTube. Mais en gros, les catholiques sociaux, c'est un mouvement politique au XIXe siècle qui va tenter de répondre à l'individualisme libéral et au communisme des socialistes. Eux disent il faut un intermédiaire, et donc cet intermédiaire et cet équilibre, c'est l'éthique catholique. La particularité d'une des branches de ce catholicisme social, c'est donc souvent ce sont des monarchistes catholiques conservateurs qui eux considèrent un véritable rôle à l'élite, contrairement à d'autres qui disent non, le problème de l'élite, il faut abolir l'élite, il faut une égalité parfaite. Eux disent non, l'égalité, même si elle est chaque homme est égal en soi à un autre homme, dans les faits, de par il y a une égalité physique, il y a des grands, des faibles, des forts, des intelligents, des gens qui sont moins intelligents, etc. Des gens qui mieux nés, des gens mal nés, etc. Il n'y a pas d'égalité réelle. Et au lieu de vouloir utopiquement détruire l'élite pour en faire, pour soi-disant promouvoir l'égalité, ce qui, in fine, on arrive toujours à une nouvelle forme d'élite qui prend le pouvoir, il faut en réalité, pour les catholiques sociaux, j'entends, éduquer l'élite. Alors eux, par exemple, une partie de ces catholiques sociaux, donc là je parle d'Albert Demain et René de la Tour du Pin, en 1871, ont créé une petite structure qui s'appelle le Cercle Montparnasse, qu'on appelle aussi les cercles catholiques ouvriers. Alors, c'est un petit phénomène évidemment dans l'histoire des élites, la vassalisation, mais c'est intéressant pour une chose. Ces cercles catholiques d'ouvriers servent à rechristianiser les ouvriers par la base. Seulement, ce n'est pas que cela aussi. C'est aussi une manière d'obliger l'élite à... c'est-à-dire que c'est une théorie où les élites sont les obligés des plus pauvres. Et c'est une des manières, par exemple, de résoudre à ces systèmes de vassalisation. Donc, pour résumer, c'était une courte intervention, bien sûr, mais pour résumer, cette élite ne pourra, de toute façon, jamais, c'est de manière quasiment inconsciente, avoir une politique de souveraineté nationale, et quoi qu'on entende derrière par souveraineté nationale, et quoi qu'on veuille faire derrière, parce qu'après ça c'est ouvert, mais va uniquement pouvoir se vendre à titre individuel, ou en tout cas à titre privé, c'est-à-dire par l'intermédiaire de lobbies, etc., à des puissances intermédiaires. Donc là, par exemple, la France est empêtrée dans l'Union européenne, par exemple. L'Union européenne, c'est peut-être un des derniers, c'est la dernière forme qu'a pris la notion d'empire, on va dire un empire allemand, comme il peut se comprendre, c'est une notion un peu universelle sur l'Europe. Donc c'est pour ça donc voilà, moi je ne veux pas vraiment parler de ça. Ça, je vais laisser ça aux autres conférenciers, mais voilà, je voulais qu'on ait un peu de profondeur historique là-dessus pour regarder cette notion de vassalité et cette notion d'élite qui est consubstantielle, et il y a un jeu dialectique qui joue là-dedans. Voilà, je vous remercie.